raté le début, mais c'est pas très grave, comme ça vous a mis en forme. Donc, Virginie Guérin, vous êtes directrice des relations institutionnelles d'Arkema, un grand chimiste mondial. Vous y êtes depuis pas si longtemps d'ailleurs. Vous avez une carrière avant dans différentes industries. Racontez-nous en 2 mots. J'ai rejoint le groupe il y a 1 an et demi maintenant. Je suis ingénieure agro à la base et vous verrez que être ingénieur agro, ça amène à peu près tout, hein. Je suis aujourd'hui dans la chimie et directrice de relations institutionnelles. J'ai passé pas mal de temps chez Renault, Oui. groupe Renault, en tant que directrice des affaires publiques, un autre nom pour relations institutionnelles. Et j'ai rejoint ensuite une filiale de la SNCF, Géodis, transport et logistique. Et je reviens à mes premiers amours, l'industrie, qui me passionne. Et l'industrie, et particulièrement la chimie, dont vous m'avez dit tout de suite, il faut savoir que c'est la mère de toutes les industries. Ça veut dire quoi? La mère de toutes les industries. Pourquoi on dit ça? Parce que de la chimie, vous en avez à peu près partout. Vous avez tous un téléphone portable, un casque de vélo, des chaussures de sport, un manteau. Et pour fabriquer tous ces produits, il y a de la chimie partout. Voilà. Et donc, c'est une industrie, on va dire, qui abreuve toutes les chaînes en aval et tout le reste de l'industrie. Voilà. Ça a toujours été le cas. Ah C'est pas oui? nouveau. Ah non, c'est pas nouveau. En revanche, puisqu'on parle d'ici de créer l'industrie de demain, alors on va y venir bien sûr, et on va d'abord présenter le groupe Arkem, et vous allez me dire en quoi peut-être c'est au moins aussi important, voire peut-être plus important demain qu'auparavant sur cette importance de la chimie, mère de toutes les industries. Le groupe Arkema, j'évoquais donc un groupe français qui est le résultat d'un spin-off ex-Total. On peut peut-être en dire un mot de l'histoire avant de rappeler un peu en chiffres ce qu'est le groupe Arkema aujourd'hui. Alors, le groupe Arkema, dans ce monde de la chimie, parce que la chimie, c'est extrêmement diversifié, hein, y compris dans la chimie, vous avez l'amont, vous avez l'aval, c'est une des chaînes qui sont assez complexes. Le groupe Arkema, il est spécialisé dans ce qu'on appelle les matériaux de spécialité. Il est né d'une spin-off, comme vous l'avez très bien dit, de Total, et c'est un groupe qui est entré en bourse en 2006. Donc on aura 20 ans en 2026. Donc quelque part, c'est une entreprise finalement dans le monde de l'industrie assez jeune. Le nom d'Arkema est apparu à ce moment-là? Oui, tout à Avec fait. l'introduction en bourse. Voilà. Donc c'est une entreprise relativement jeune avec quand même beaucoup d'ancienneté sur ses actifs, Bien sûr. puisque c'est une spin-off de Total. Et si je le résume aujourd'hui, c'est un groupe très international, même s'il est français. On fait 9,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On a 21 100 personnes dans le monde. 151 usines. 151 usines dans le monde. On va dire que notre chiffre d'affaires, il est réparti assez équitablement entre 3 continents, Amérique du Nord, Europe et Asie. Et on a 17 centres de recherche et développement, ce qui est important C'est ça le plus aujourd'hui. important en fait. Parce C'est ça le plus important. que je crois que le thème du Absolument. BIG, c'est le progrès et la recherche, ça compte beaucoup. Et j'imagine une grande part du budget. En fait, quelle est la part, on peut dire quelle est la part du budget consacré à la R&D? C'est à peu près 3%, c'est 260 millions d'euros C'est un par an. classique en industrie? Oui, À peu près. alors, c'est un classique en industrie. Il y a des industries qui sont encore plus Oui. gourmandes en termes de R&D, notamment la pharmacie, mais dans la chimie, oui, c'est 3%, c'est un bon score. Alors vous évoquez des matériaux de spécialité. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus? C'est quoi ces matériaux? Vous évoquez toutes ces applications du téléphone aux chaussures, on va y venir d'ailleurs tout à l'heure. Mais quels sont-ils? Alors, peut-être la différence entre des matériaux de spécialité et de la commodité. La chimie, vous avez entendu parler de PET, PVC, notamment pour fabriquer des fenêtres ou des bouteilles en plastique. Ça fait partie de la chimie. Maintenant remplacés par ça. Exactement. Nous ne sommes pas sur ces produits-là qui sont des produits de grande commodité et qui ont besoin d'énormément de volume, hein, pour être rentables, on va dire. On est sur des petits matériaux à très forte valeur ajoutée. On aura des petites vidéos tout à l'heure juste pour quand même montrer ce que c'est. C'est quoi par exemple? C'est pour apporter de la légèreté. Oui. C'est des petits polymères que vous allez mettre dans des membranes pour filtrer, pour pouvoir avoir accès à l'eau potable, Bien où sûr. que ce soit dans le monde. C'est des matériaux
qui vont rentrer dans les batteries des véhicules électriques. 1%, ça peut représenter juste 1% de la batterie. C'est pour ça Mais qu'on dit sans que c'est eux, des sans, matériaux mais sans de eux, rien ne niche. se fait. Oui, Je reprends votre expression de départ. exactement. Et donc, avec beaucoup de performance et de valeur ajoutée, en fait. On est sur des produits à très forte valeur ajoutée. Alors, vous dites un groupe français, très international et très exposé en fait en France autant qu'en Europe en fait. Oui, alors, c'est vrai qu'on a un historique spin-off de Total Mmh. qui fait qu'on a récupéré beaucoup d'usines, hein. Donc, je vous disais 151 usines dans le monde. Il y a des grosses et il y a des toutes petites en fonction des produits que l'on fabrique. Aujourd'hui, la France, c'est 7% du chiffre d'affaires du groupe. Mais c'est 35% de ses effectifs, à peu près 40% de sa production. Oui, c'est ça qui explique qu'il y a beaucoup de production en France. Il y a donc beaucoup de salariés en France aussi. Exactement. C'est 55% de ses dépenses de R&D. Donc tout à l'heure, je vous parlais de 270 millions d'euros. C'est 55% de ces 270 millions d'euros en France. Voilà. Donc un groupe très international, mais très ancré en France et en Europe, exportateur net du coup. Donc ça, c'est bien de le souligner parce qu'on participe à la balance commerciale de la France. Bon, Il y en a besoin. qui en a besoin. Et c'est important de maintenir les exportateurs nets comme nous. Mais du coup, on est quand même très exposé, comme vous le dites, à À la la concurrence concurrence. internationale qui est sévère et dans un contexte extrêmement tendu, globalement. Oui, On peut le dire comme ça. on peut le dire surtout en ce Même moment. dégradé, vous m'avez dit au téléphone. Un contexte Oui, économique dégradé. oui, on est aujourd'hui, enfin ça c'est pas une surprise, je pense qu'il y a eu des conférences qui l'ont déjà souligné aujourd'hui. On a un déficit de compétitivité énergétique. Donc ça, pour l'industrie qui utilise pas mal d'énergie pour produire, c'est quand même une faiblesse. On a une demande européenne aujourd'hui en berne, hein, soyons clairs. Aujourd'hui, depuis, il y a des Alors, benchmarks. Il y a on une va, rupture à un moment ou à un autre ou pas bah, récemment. oui, ce qu'on peut dire, c'est que, on va dire en 2023, je vais parler de la chimie parce qu'en 2023, l'industrie a quand même baissé en production, hein. Mais la chimie est le secteur de l'industrie en Europe, là je vous parle de chiffres européens, je ne les ai pas sur la France, qui a le plus baissé. On a baissé nos volumes de production de 8%, un peu plus de 8%. 8,3%. Ce qui fait qu'on n'a toujours pas retrouvé nos niveaux d'avant Covid. Ah oui. Donc oui, on est dans un contexte dégradé. Et dans le même temps, soyons clairs, en Chine, pendant la période du Covid, on avait l'impression que rien ne se passait, mais les usines ont poussé, les capacités de production ont fortement augmenté. Aujourd'hui, le marché chinois n'a pas repris comme l'attendait la Chine. Et on se retrouve avec beaucoup de produits chinois qui sont déversés sur l'Europe. Pour lequel il y a du dumping de leur part. Alors, Où ils il sont on- il- très encadrés ou il y a, il y a- il y a quand même un certain nombre de plaintes anti-dumping. Aujourd'hui, c'est vrai dans la chimie. Je crois que c'est le secteur aujourd'hui au niveau européen qui a déposé le plus de plaintes anti-dumping. Oui. La commission est assez débordée, on va dire la commission européenne. Donc parfois il y a du dumping, parfois il n'y a pas de dumping. Mais il n'y a pas de protection comme on peut en avoir aux États-Unis, d'accord? Donc on se retrouve avec un déficit de compétitivité, nous, l'industrie européenne, et donc voilà, un déversement de capacités chinoises qui ne trouvent pas de débouchés en Chine, en fait. les chiffres sont impressionnants. La France et l'Europe perdent des parts de marché. En 2022, la production chimique européenne ne couvrait que 60% de la demande domestique, contre 75% en 2006. Et il y a un rapport, le rapport Draghi, qui est d'actualité parce qu'il est sorti récemment, dont vous dites qu'il est sans appel. Oui, le rapport Draghi, je pense que tout le monde en a entendu parler. Il tire un peu la sonnette d'alarme. En fait, je crois qu'on a une industrie française et européenne qui est forte, qui a beaucoup d'atouts pour elle, mais qui est en train de perdre de la vitesse. Donc, le commissaire Draghi a fait ce constat en disant que l'Europe avait du mal à transformer l'essai d'innovation en vrai potentiel industriel.
Donc il faut accélérer cette innovation si on ne veut pas être derrière les États-Unis et la Chine, ce qu'on est déjà quand même un peu, hein, très clairement. Il parle de diminuer les prix de l'énergie tout en accélérant la décarbonation. Donc ça, c'est son deuxième pilier. Ce qui est difficile parce que la décarbonation, on sait qu'elle coûte cher. C'est une Exactement. espèce d'équilibre compliqué à trouver, j'imagine, dans votre métier. Oui, parce que la décarbonation, je veux dire, c'est l'ADN quand même d'une industrie. Mais ça, je ne vais pas l'apprendre à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Quand vous utilisez beaucoup d'énergie, votre objectif, c'est d'en utiliser le moins possible. Mais déjà, enfin, je veux dire, pour des histoires de coûts, et puis aussi parce qu'on est responsable. Et donc, on fait beaucoup de choses sur l'efficience énergétique. On fait beaucoup de choses sur le switch entre l'énergie fossile et une énergie verte. Et ça demande bien évidemment beaucoup d'investissements qui, très clairement, aujourd'hui, ne sont pas forcément rentables. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que le rapport Draghi dit oui, la décarbonation, mais elle doit être accompagnée. Voilà. Il dit aussi qu'il faut adopter une stratégie face, et vous ne l'avez pas encore évoqué, à un environnement géopolitiquement beaucoup moins stable. C'est une contrainte de plus, en fait, qui vous fait dire qu'il faut un choc d'investissement Oui, et de simplification réglementaire. ouais, bah, je pense que ça, enfin, on a entendu beaucoup que le Covid a mis en exergue des dépendances stratégiques assez dramatiques dans certains cas. Bien. Et en fait, les dépendances du fait de ces mouvements géopolitiques de plus en plus fréquents et parfois presque imprévisibles. Ne sont- serait-ce que d'ici quelques semaines, une élection américaine par Exactement, rapport à ce que la Chine va vivre en voulant exactement, mutuellement se taxer, se surtaxer, ça ne exactement. simplifie pas la tâche. Oui, bah, ces dépendances, en fait, elles sont devenues des vulnérabilités. Oui. C'est-à-dire là où il y a 20 ans, les dépendances étaient stratégiquement voulues peut-être. Hein, aujourd'hui, c'est des vulnérabilités. Et donc, c'est l'objectif de l'Europe et l'objectif d'un industriel. Hein, d'ailleurs, je dois dire, nous, chez Arkema, on est sur 3 grandes plaques régionales. Notre raisonnement industriel, c'est on produit là où on consomme. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir une politique industrielle américaine, une politique industrielle européenne et une politique industrielle asiatique. Ça n'empêche pas les flux hein, entre ces différents continents, mais c'est une manière, de se prémunir. Bon, et deuxièmement, c'est bon pour la Oui, décarbonation c'est également. ce que j'allais dire. Je pensais que ce n'était pas uniquement pour ça, Ah oui, mais non, aussi c'est pas quand le monde uniquement est pour ça. instable, d'avoir des clients à côté de chez soi, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt mieux. Alors, du coup, dans ce contexte un petit peu plus complexe encore qu'auparavant, dont j'imagine qu'il n'était déjà pas simple, comment est-ce qu'Arkema se positionne pour maintenir son leadership de rang mondial en continuant à innover et à maintenant des parts de marché en France et en Europe? Mmh. Alors, moi, je vais revenir sur le rapport Draghi. Voilà, c'est un choc. Il tire la sonnette d'alarme, mais qu'est-ce qu'il dit en filigrane? Il dit qu'il faut quand même qu'on se réinvente. En gros, voilà, c'est ça. Bah, Arkema, et je pense qu'on ne sommes pas les seuls, en fait, on se réinvente en permanence avec une stratégie très claire, mais on se réinvente. Donc, on va dire 3 piliers, hein, la performance, Mmh. l'innovation et l'adaptation. C'est assez simple quand on le C'est un vrai dit. programme. Voilà, c'est assez simple quand on le dit Alors, comme ça. comment on fait ce programme? Comment on le met en place? Non, mais la performance, alors déjà, ce que Oui, je... prenons-les un par un, en fait. Oui, la La performance. performance. La performance, ce que je disais, c'est qu'on est sur des matériaux de spécialité. Donc, c'est déjà un petit peu notre chance. Hein, le CEO du groupe, depuis l'entrée en bourse d'Arkema, n'a eu de cesse que de se spécialiser sur ce type de matériaux à forte valeur ajoutée. Vous avez des matériaux à forte valeur ajoutée, c'est déjà plus intéressant de les fabriquer. Enfin, vous pouvez encore les fabriquer en France et en Europe. Hein, je dis pas À des prix acceptables. à des prix Parce qu'on se bat acceptables. moins sur le prix, j'imagine, lorsqu'on a des produits Exactement. Bah, on a quasiment uniques. c'est des prix qui sont quand même plus, bah oui, à plus forte valeur ajoutée que de la commodité. Donc déjà, le positionnement d'Arkema fait que cette performance, elle est déjà dans nos matériaux, même dans les résultats.
Donc ça, c'est la première chose. Et ils sont extrêmement techniques. Bon, mais ce positionnement aujourd'hui, est-ce qu'il suffit ou est-ce qu'il suffira demain? C'est la question par rapport à la Chine et par rapport à la montée en gamme des industriels chinois. Parce que, franchement, d'un point de vue technique, il y a eu une montée en gamme ces dernières Et années. c'est nouveau dans la Voilà. chimie ou est-ce que, j'avoue que je vous ai dit, je suis un peu loin de la chimie a priori. Pour autant, est-ce que, autant on les voit arriver très fortement sur la voiture électrique, ça bouleverse complètement l'industrie automobile mondiale. Sur la chimie, ils étaient déjà. Vous vous De attendiez à ce plus en qu'ils plus. arrivent aussi vite? Oui, de plus en plus. C'est Oui, une parce accélération que réelle. nous sommes en Chine, hein. Oui, bien sûr, Euh, j'imagine. Donc, Mais on a oui, une base d'observation ils vont qui très fait qu'on vite. va. Ben voilà, ils vont très Ils vont vite. très vite. Mais moi, je viens du monde automobile, donc j'étais chez Renault à la naissance du véhicule électrique de la Zoé. Oui. La Chine arrive à récupérer le Le retard à une retard vitesse jusqu'à considérable. devenir meilleur presque. Vous voyez ce que je veux dire? Avec des investissements considérables aussi, j'imagine. Oui, avec des investissements considérables et avec, on va dire, on en parlera plus tard, mais avec un écosystème très huilé entre les industriels et les entreprises, hein, d'une manière générale, et toutes les parties prenantes, donc y compris les gouvernements. Et voilà. Donc, en fait, tout le monde va vers le Dans même le même sens. objectif. C'est Et ce c'est que- ce qu'il faut qu'on C'est fasse ce en qui n'arrête Europe. pas d'être répété depuis ce matin dans ce Le même 10e objectif. anniversaire du Big. Exactement. Vous avez dit, Virginie, performance, innovation, adaptation. On vient de parler un peu de la performance. L'innovation, elle a une caractéristique là aussi parce qu'elle est ciblée Oui. sur ce qui vous semble être les priorités. Oui, alors vraiment, l'innovation, c'est vraiment l'ADN du groupe Arkema. Et c'est l'ADN de la chimie, hein. Sans innovation, de toute façon, on est mort. Donc, c'est clair. Donc, c'est 270 millions, hein, de budget annuel. Mais c'est une innovation, pardon, ciblée. Déjà, nous, on a quand même une trajectoire carbone 2030 qui est certifiée par le SBTI. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le SBTI. Dites-le nous, C'est le SBTI. Science Based Target Initiative qui vous tamponne votre trajectoire carbone. Net zéro à l'horizon 2050. Alors, et on a ouvert la voie du net zéro à 2050, ce qui n'est pas évident. Ça veut dire pour nous moins 90% de nos émissions globales, pour ceux qui ont ça en tête, scope 1, scope 2, scope 3. Bon, voilà, d'ici 2050, par rapport... donc, pas par rapport à 1990, comme le dit la Commission, mais par rapport à 2019. Voilà. Donc, nous, on a cette trajectoire carbone. Du moment où on a cette trajectoire carbone, notre innovation, elle va être ciblée sur cette trajectoire carbone. D'accord? Donc, on va être, un petit chiffre, 90% de nos brevets, on dépose plus de 200 brevets par an. Oui. Donc, on est voilà, ça Un montre, gros. on a un gros, voilà. Je passe le message d'ailleurs que le crédit d'impôt recherche est quand même Il ne faut pas y assez toucher, c'est ça que vous indispensable. Voilà. Bah oui, On y reviendra peut-être après. voilà, Peut-être. Un message à exactement. faire passer. Et donc, 90% de nos brevets aujourd'hui répondent à au moins un des objectifs ODD, donc développement durable des Nations Unies. Ça montre que Absolument. c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Voilà. Et il y a 5 axes. Oui, Lesquels il vous y a travaillez. 5 axes. Donc, on est sur, on va dire, les grandes tendances sociétales, hein. C'est assez logique. Donc, on va être sur l'amélioration du confort et du mode de vie de chacun. On va voir des exemples. On va être sur l'accélération de l'usage des nouvelles énergies et la mobilité propre, hein, donc tout ce qui va être véhicule électrique. On va être sur le troisième axe, sur la gestion des ressources naturelles et le switch vers l'économie circulaire. Ensuite, on est très dans la construction, donc on va faire des matériaux pour des bâtiments éco-responsables. Et on travaille depuis toujours, mais on continue sur l'allègement des matériaux. On peut avoir des exemples? Allez, On peut même en avoir 2? exactement. Alors, le premier. On va commencer par peut-être un sur. Donc, c'est ce qu'on appelle le RIL 100 chez nous. Le RIL 100. Le RIL 100. Ouais, parce qu'il est né à Serquigny, en Normandie. OK. Et il y a peut-être 50 ans, Lise
OK. 70 C'est ans, encore plus on vieux me qu'on ne dit, pensait. 70 ans. sur une usine qui est au bord d'une rivière qui s'appelle le Ril et OK. du coup, on l'appelle le Rilsan et c'est un polyamide, un matériau complètement biosourcé. C'est plus poétique de l'appeler les Voilà Rilsan, et donc effectivement, c'est là, bien. on va voir parce qu'on a fait un partenariat avec, Aeon, une marque de sport, chaussures de sport et donc c'est mieux que vous regardiez On en regarde images. l'image d'abord et vous nous expliquez Allez, après. On on y va. regarde. Arkema a développé d'autres matériaux très performants, comme le polyamide 11 Rilsan, un polymère fabriqué à base de graines de ricin, donc biosourcé. On, une société suisse, l'utilise pour fabriquer des chaussures de running recyclables. Et avec ce même matériau, ils font aussi maintenant des t-shirts de course souples, légers et résistants et qui sèchent très vite après l'effort. Voilà, on l'a coupé, hein, donc C'est rapide, mais il y a vous en beaucoup de aviez boulot. 30 secondes vous pour en dire auriez beaucoup de pour 10 choses. minutes ou voire même 70 ans. Oui, parce que c'est un cycle quand même. Il faut nous raconter un peu tout ce qui se passe. Oui, en fait, c'est un matériau, biosourcé à partir, donc vous l'aurez compris, de graines de ricin Produite en Asie, produites en Inde. en Inde. Voilà, pardon. donc on a créé tout un écosystème aussi agricole, hein, avec des partenaires qui sont rémunérés correctement dans des conditions, etc. Donc ça, c'est très important pour nous. Cette graine de ricin, elle est transformée en huile. Non. Elle arrive sur notre usine de Marseille, Ok. qui en produit un monomère, qui lui, boum, il repart à Cerquigny, en Normandie, notre usine, D'où le Rilsan. pour être transformé en polyamide 11. OK. Donc il est complètement biosourcé et il peut être recyclé, bien évidemment. Et il repart après sur la fabrication des Oui. produits comme la chaussure que vous évoquez. Exactement. Il se Comme passe les où lui alors du chaussures coup qui- Il se passe. Alors ça, Il a un dernier voyage. c'est une colle. Ah, c'est pas grave, mais il continue à voyager un petit bout pour être produit en chaussures Oui, par un partenaire extérieur. pour le oui, coup. mais ce qui est intéressant dans ce partenariat, c'est au-delà d'utiliser du biosourcé, puisque donc ce polyamide, il est utilisé dans des montures de lunettes 100% biosourcées. Vous pouvez en trouver sur le marché, Mhm. dans plein de produits. Mhm. Mais ce qui est intéressant là, c'est aussi le nouveau business model. De la chaussure après, l'économie circulaire. Exactement. Alors racontez-nous. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'idée là, c'est de faire du biosourcé et de l'économie circulaire, mais vraiment jusqu'au bout. Donc en fait, vous louez votre. On n'achète plus une chaussure, vous l'achetez- vous on passe de l'achetez. la propriété à l'usage. C'est du leasing. Du leasing, Le comme la voiture. leasing se démocratise, y compris dans le loisir Et dans la et dans la chaussure. chaussure de sport. Pardonnez-moi, c'est la première fois que j'entendais ça. Autant je connais bien Oui, le moi concept de aussi. propriété à l'usage, Moi aussi, on le oui, voit oui. un peu partout, Oui. mais sur un objet de grande conso qui se détériore en plus, par Oui, définition, bah, quand bien on sûr. fait du jogging, etc., c'est tout à fait nouveau. Oui, Et c'est ça nouveau. fonctionne. Oui, alors ça fonctionne. On en est quand même au balbutiement, vous voyez, parce D'accord. que c'est un Non, peu le sujet. Mais c'est disruptif quand même. Oui, c'est disruptif, mais le disruptif, avant d'avoir des capacités industrielles, il Bien faut sûr. quand même un petit peu de temps, parce que c'est des filières, etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous louez votre chaussure. Si vous êtes un très grand sportif, Vous l'usez plus ce vite. que je ne suis pas forcément, je ne suis pas une joggeuse, mais vous louez votre chaussure, et puis quand elle est abîmée, vous la renvoyez, et cette chaussure, Repart dans la boucle. elle repart dans une boucle, parce qu'on a aussi investi dans l'aval sur le recyclage, qu'on appelle le recyclage mécanique, donc vous broyez, etc. etc. Et vous réutilisez la matière pour refabriquer une chaussure. Et ça, puisqu'on parle de créer l'industrie de demain, est-ce qu'à votre avis, au-delà d'Arkema, puisque vous connaissez Oui. bien maintenant le monde industriel, Mm. ça fait partie de cette nouvelle logique des entreprises qui Oui. intègrent à la fois la recyclabilité, Oui. l'économie circulaire, Oui, bien sûr. au-delà de l'ambition de porter une ambition de protéger la planète, dans la stratégie, on intègre maintenant Ouais. cette circularité. Bien sûr, Oui. bien sûr, et pour plusieurs raisons d'ailleurs. Un, parce que voilà, ça permet quand même la décarbonation. Deux, ça permet quand même de respecter nos ressources naturelles ou autres, parce que là, on le fait sur du polyamidon, ce qui est biosourcé, mais vous pouvez le faire aussi sur des matériaux fossiles. Hein. Bien sûr. Donc, en fait, vous économisez de la ressource
Et donc, c'est là où ça devient intéressant. Et c'est bien ça l'objectif de l'économie circulaire qui est prônée par la Commission européenne. Donc voilà, donc oui, c'est disruptif, c'est intéressant, c'est l'avenir, c'est ce qu'on pense. Et on y travaille du coup beaucoup. Alors, il y a un deuxième exemple qui est la résine hélium, qui a un trait avec un truc qui est important aussi, ce sont les éoliennes. Oui, en fait, quand je vous expliquais nos axes de développement, donc la transition écologique en fait partie, les énergies nouvelles en font partie. Et donc aujourd'hui, les éoliennes, les grosses pales d'éoliennes, alors on n'a pas beaucoup de recul parce que c'est assez nouveau quand même, ce mode d'énergie nouvelle. Et donc elle dure quand même très longtemps. Mais il n'y a pas vraiment d'autre moyen que d'enfouir les pales aujourd'hui quand elles sont usées. Donc là, l'objectif, c'est de construire ces pales d'éoliennes dans une résine qui va pouvoir être recyclée ad vitam aeternam, mais cela exige de travailler sur toute la pale. Parce que la pale, ce n'est pas simplement une résine, il y a aussi des adhésifs pour pouvoir coller les éléments les uns aux autres. Et nous, on développe aussi des colles et des adhésifs. Et donc, on a développé une colle spéciale sur la même base que la résine, ce qui fait que vous pouvez broyer tout ça, réutiliser la matière ad vitam aeternam. C'est déjà opérationnel? Alors, ce qui est déjà opérationnel, c'est qu'on a prouvé qu'on était capable, à partir de cette résine et de cette colle, de faire des pales d'éoliennes de 25 mètres de long. Qui sont actuellement faites en quoi aujourd'hui? En résine hélium. Ah, pardon. Non, les actuelles. Vous proposez un produit nouveau? C'est d'autres matériaux classiques, traditionnels. Traditionnels, Pardon. voilà. Donc vous savez faire 25 mètres? On sait faire 25 mètres, donc on l'a démontré. Aujourd'hui, notre résine hélium, elle est produite à toute petite série dans un de nos centres de R&D, mais on espère bien que ça va se développer. Mais c'est des exemples. On peut peut-être passer la vidéo. On va regarder une vidéo. Un des problèmes majeurs dans le monde de l'éolien est cet aspect de recyclabilité. Que vont devenir en fait finalement les pales en fin de vie, après usage? Une solution naturelle est effectivement donc les résines thermoplastiques avec leur caractère recyclable. Hélium, c'est la première résine thermoplastique qui est liquide à température ambiante sur le marché des matériaux composites. Derrière le mot thermoplastique, on peut imaginer des capacités de thermoformage, de recyclabilité. Et aussi, on peut souder ces matériaux par l'action de la température. Le premier intérêt de l'utilisation de cette résine hélium, c'était l'intérêt et l'apport de matériaux qui pourraient être recyclés. Et d'une autre part, de pouvoir en fait réaliser l'infusion et la fabrication de pales de grande dimension sans avoir l'obligation d'utiliser des moules chauffants, car cette résine n'a pas besoin d'être chauffée pour pouvoir polymériser. C'est effectivement une première mondiale avec cette pale donc, de 25 mètres réalisée en résine hélium. On a confiance en la capacité de la résine hélium pour aller fabriquer des structures encore de plus grande dimension. On peut imaginer, grâce à cette résine, réutiliser une pale en fin de vie, c'est-à-dire la recycler, soit par des voies de broyage, soit en chauffant cette matière-là, on va pouvoir revenir à l'état liquide de base, qui est le monomère, pour pouvoir le réincorporer dans une résine et donc repartir sur une résine vierge. Là, on peut clairement dire, je crois, qu'on est dans l'industrie de demain. Alors, vous évoquiez 3 thèmes, la performance, l'innovation, l'adaptation, et vous dites même l'adaptation collective. Ça veut dire quoi? L'adaptation, là, les exemples, ils vous montrent que je pense que l'industrie a su démontrer qu'elle savait s'adapter. Se réinventer. Voilà, et s'adapter et se réinventer. Mais s'adapter, c'est aussi faire face à d'autres aléas. On en a parlé, donc les aléas climatiques. Donc c'est ce qui, voilà, donc là, bien évidemment, vous êtes sur du prédictif. Vous utilisez plein de méthodologies qui vous montrent où vont être les gros aléas climatiques, ce qui entraîne des investissements sur nos propres usines pour rehausser certains bâtiments dans le cas d'inondations, etc. Donc ça, c'est les aléas climatiques. Les guerres, c'est une autre adaptation, et là, ce n'est pas toujours prévisible. Le protectionnisme des États, on en a parlé tout à l'heure, ce qui change qui risque de complètement s'aggraver les flux. largement.
ça change complètement vos flux, vos approvisionnements. Enfin, ça peut être un casse-tête chinois, hein, si je peux me permettre. Et bien sûr, l'intelligence artificielle qui va quand même permettre d'accélérer les processus. Oui, parce que là, vous ne le situez pas comme une menace, pour le coup, l'IA. C'est plutôt une force ou pas? Oui, c'est plutôt une force. L'IA, ça va. Alors après, bien sûr, on n'a pas encore complètement beaucoup de recul, mais l'IA, déjà dans la R&D, ça va quand même permettre de gagner énormément de temps. Donc pour l'instant, c'est plutôt un avantage. Voilà. Et tout ça bouge vite dans un monde industriel qui, par définition, est un monde du temps long. Est-ce que ça, c'est une vraie contrainte en matière de Bien sûr. stratégie, avec des risques qu'il faut évaluer? Vous évoquiez au téléphone ce sujet, et puis on n'aime pas forcément prendre des risques, même si c'est le Non. métier des entrepreneurs, comme vous le savez aussi. Oui. Mais du coup, comment on gère cette dualité entre effectivement l'incertitude, le temps long C'est là où ça devient quand même, c'est une équation qui devient quand même un peu complexe entre, je dirais, peut-être le régulateur et le temps de l'industriel. On pourrait penser que les réglementations sont aussi sur un temps long, mais on a vu ces derniers temps qu'on a une accumulation de différentes réglementations et qu'on n'attend même pas qu'une réglementation soit en place. Surtout, on n'en mesure pas les impacts et hop, on rebascule sur une nouvelle réglementation. Au plan français, au plan européen? Les deux. Les deux. Les deux, et on va dire pas toujours harmonisés. Bon. Donc là, c'est un sujet, et c'est pour ça que moi je parle aussi d'adaptation collective, parce que l'industriel tout seul, il ne fera rien. Il faut quand même qu'il y ait une stratégie européenne industrielle. Donc là, on a une commission nouvellement nommée avec un Clean Industrial Act. Nous verrons ce qu'il y a derrière ce Clean Industrial Act. Mais moi, je suis vraiment profondément persuadée que si on ne va pas tous vers le même objectif, consensuel, bien évidemment, il faut tenir compte des positions et des intérêts de toutes les parties prenantes, pas simplement l'industriel. Nous, ce qu'on sait dire, c'est ce qui est réaliste, ce qui est réalisable et à quelle échéance. Vous êtes assez dur parce que, quand on s'est parlé, vous dites qu'il faut se forcer à des révisions permanentes Oui. de ces réglementations. Elles sont parfois Oui. inadaptées. Compte tenu de l'accélération de Oui. l'environnement, elles n'ont plus Mm. ni d'intérêt, ou elles sont devenues beaucoup trop, un peu à côté de la plaque pour certaines. Mais comment on fait? Parce que vous dites on est vigilant, etc. Mais les négociations se passent, c'est toujours très compliqué, j'imagine. Est-ce qu'un Arkema a du pouvoir Seul, certainement pas. Non? Vous le Non. faites entre chimistes ou entre industriels? On le fait à tous les niveaux, j'ai envie de dire. Il y a quand même des intérêts communs dans l'industrie d'une manière générale, Mhm. dans le monde de l'entreprise d'une manière générale. Et puis après, il va y avoir des spécificités dans la chimie, où là, vous allez tomber sur le sujet, par exemple, énergétique, sur un certain nombre de réglementations très spécifiques. Donc, moi, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de dialogue, hein. Il y a déjà beaucoup de dialogue depuis tout temps. Mais on va dire qu'il faut aujourd'hui déjà qu'il y ait un objectif commun. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? L'Europe veut tout. On veut de la souveraineté, on veut de la décarbonation, on veut de la performance. Voilà. Et donc, il faut qu'on se pose en se disant comment on arrive à cet objectif. Du coup, comment gère-t-on une entreprise dans ces conditions? Et vous évoquiez, j'aimerais qu'on revienne aussi sur le crédit d'impôt recherche, puisque, mine de rien, c'est à l'ordre du jour, dans l'actualité. Je ne sais pas Oui. d'ailleurs si c'est en train de se passer à la minute même où on se parle, ou ce soir, ou dans des années, mais c'est un vrai sujet, ça, dans l'industrie? Aujourd'hui, est-ce que la France a beaucoup profité de ce crédit d'impôt recherche? Est-ce qu'aujourd'hui, ça menace l'industrie ou pas? Alors, éventuel, l'industrie, elle a besoin de visibilité. Donc, pour prendre des décisions qui sont pour prendre des coûteuses décisions, qui nécessitent puisque, des investissements par exemple, lourds. dans la chimie, quand vous n'investissez pas sur 2 ans ou sur 5 ans, J'imagine. ni sur 10 ans. Surtout sur cette innovation. On va quand dire, est passé. on va investir sur 20, 30, 40 ans. Oui. On a des usines qui ont 100 ans quand même, hein, notamment en France. Donc, on a besoin d'un peu de visibilité. Donc, on va dire en plus, ce qui fonctionne, moi je pars du principe, je suis très pragmatique, je suis ingénieur, ce qui fonctionne, oui, il faut En tout le cas, il ne faut pas l'éliminer. Non, oui, il faut le garder. Et le crédit d'impôt recherche, je pense qu'Arkema est assez illustratif de ce qui se passe en France. On a quand même 55% de nos dépenses de R&D qui sont
en France, c'est pas étranger au crédit d'impôt recherche. Soyons extrêmement clairs. Je vous disais qu'on a 6 centres de recherche en France, on en a 17 dans le monde. Donc, on va être pas mal sur de l'applicatif dans le monde. Mais il y a de très bons chercheurs aussi partout dans le monde. Ce crédit d'impôt recherche, il permet d'avoir une recherche française compétitive. Il y a beaucoup d'industries qui sont parties. À cause de quoi? La probable. Non, mais il y a le beaucoup possible. d'industries, d'usines qui sont parties et aujourd'hui, on voit que ça pose un problème de souveraineté. Oui. Et qu'on Bah, veut il faire faut revenir éviter. à tout Voilà, prix. et c'est compliqué de relocaliser pour certaines. Nous, on n'est pas partis, on est toujours là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire partir la recherche. Voilà, c'est un peu le message. Vous dites aussi qu'il faut que l'Europe gagne en vitesse et en compétitivité. Jouer collectif, vous me l'avez dit, mais vitesse et compétitivité, pourquoi? Est-ce qu'on est plus lent en Europe? Vous évoquez les Chinois, par exemple. Est-ce que l'Amérique se distingue également là-dessus ou pas? En fait, les États-Unis et la Chine, quand ils décident de certaines politiques, notamment l'industrie verte, bon, ben, on le voit, tout le monde le connaît, hein, je ne vais pas rappeler ça ici, mais ils mettent en place l'IRA. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, je ne dis pas que c'est la réponse pour l'Europe, je dis simplement qu'ils accompagnent leur ambition. L'IRA, c'est quoi? L'IRA, c'est des soutiens financement pour aller vers cette industrie verte, et les États-Unis ont choisi la voie du protectionnisme. Donc, demain, vous voulez vendre aux États-Unis, vous êtes aux États-Unis. Voilà. La Chine, idem. D'accord? Donc, ils accompagnent énormément le mouvement. En Europe, parfois, on se cherche. On a des règles très compliquées et puis de toute façon, on est très nombreux en Europe. Donc, c'est plus compliqué de prendre des décisions, c'est plus long. Et je parlais des élections américaines pour être dans l'actualité. C'est une réelle inquiétude dans le milieu industriel aujourd'hui de savoir ce qui peut se passer si effectivement, je pense qu'entre un Donald Trump et une Kamala Harris, le résultat n'aura rien à voir, ni au plan géopolitique, au plan économique, au plan de la tarification, au plan de l'immigration, enfin sur tous les sujets. Ce sont des sujets dont on tient beaucoup compte dans un métier comme le vôtre? Bien sûr, sauf que encore une fois, On n'a pas la main. c'est du court terme et on n'a pas la main. Donc, Oui, en fait, vous le regardez au moment où vous êtes en train de décider d'un investissement. Et là, vous regardez quand même la stabilité politique, les mesures mises en place. Là, j'ai vu que Donald Trump avait dit qu'il mettrait des tarifications très fortes vers le Mexique parce qu'en fait, la Chine est très forte et donc ils ont beaucoup investi au Mexique. Donc oui, ça va avoir un impact sur nos flux. On regarde ça avec la plus grande attention. J'imagine que c'est pas facile. Peut-être une dernière question avant de prendre des questions de la salle pendant on va dire les 5, 6, 7 minutes qui nous restent. Est-ce que je vous ai trouvé au fond par rapport à l'IA où on pense, parce que je pense que dans cette journée tout le monde parle de data, d'IA, de numérique, d'intelligence artificielle générative, etc. Est-ce que dans votre métier, vous en avez peu parlé, c'est pour ça que je me permets de vous relancer là-dessus, vous évoquez oui sur la recherche, ça aura un impact. Ce n'est que ça, ou est-ce que ça va profondément bouleverser une entreprise industrielle comme la vôtre? Est-ce que l'entreprise de demain, elle va être profondément différente à cause de l'émergence de ces technologies IA, génératives ou non? Bien sûr. Déjà dans les modes de travail. Est-ce que déjà, qu'est-ce que ça change déjà chez vous? Dans mon métier, par exemple, de la relation institutionnelle, pour être très si vous le voulez, bien sûr, dans tous les métiers d'Arkema, non, mais dans le c'est vôtre. assez représentatif. Justement. Moi, j'ai un métier où je passe ma vie à lire des rapports, des projets de loi. Et vous aimez bien ChatGPT qui vous en fait un résumé, j'imagine. Bon, alors, là, pour le coup, c'est pas ChatGPT, mais on teste beaucoup de systèmes en interne qui nous font gagner énormément de temps. D'ores et déjà. D'ores et déjà. Alors là, j'ai pas fait mon speech sur ChatGPT, je tiens quand même à le dire. On est tous accusés quelque part un jour de l'avoir fait. Donc voilà. Donc oui, ça va changer les modes de travail. Ça va en effet donner beaucoup plus de vitesse et de rapidité. Donc oui, ça va changer profondément la manière de travailler. Et vous êtes un métier de data, parce que vous accumulez, vous avez des tonnes de data, j'imagine, en chimie.
Oui, on a des tonnes de data parce qu'on a des tonnes de substances, on a des tonnes d'études toxicologiques. Mais même sur on a des l'innovation, tonnes de effectivement, et- ça va beaucoup et- changer. et bah oui, sur l'innovation, vous imaginez quand vous travaillez sur une innovation, que vous faites une recherche, c'est absolument extraordinaire le temps que vous pouvez gagner avec l'IA à rechercher toutes les publications. Alors, ça n'empêche pas qu'il faut quand même aller creuser un petit peu. Bien hein, sûr, bien sûr. mais oui, donc ça va changer, oui, bien sûr. Merci Virginie. Une question, monsieur, allez-y. Je ne sais pas si on a un micro pour les questions. Sinon, je vous demanderai de parler fort si ça vous ennuie pas. Allez-y, je vous en prie, monsieur. Vous avez évoqué les sujets souveraineté versus dépendance, vulnérabilité. Je pense qu'il n'y a pas de souveraineté pérenne sans avantage compétitif durable. Alors ma question, c'est selon vous, quel est le principal avantage compétitif durable d'Arkema? Je pense que enfin, je l'ai dit un peu, je ne sais pas ce que vous entendez par compétitivité, parce que la compétitivité coût, compétitivité, quelle compétitivité vous parlez. Mais pour nous, c'est l'innovation. Le cœur... Ah bah, oui, c'est les coûts, bien sûr. Mais les coûts, ça va être déjà tout ce qu'on a fait sur l'efficacité énergétique, puisque nous, on est assez énergo-intensif. Donc déjà, vous pouvez gagner en compétitivité sur les coûts. Mais on a quand même besoin, à un moment, d'avoir un environnement, on va dire, réglementaire, qui nous permet aussi d'accéder à cette compétitivité. C'est-à-dire que seul, on ne fera pas de miracle. Je ne sais pas répondre à cette question. En tout cas, ce que je vois dans le rapport Draghi, c'est pas ce qu'il dit, justement. Il dit que la puissance R&D des US et de la Chine deviennent supérieures. Voilà. Et dans la chimie, je pense que ce qu'on voit, c'est qu'il y a un investissement de plus en plus important, mais je ne voudrais pas vous raconter de bêtises, donc je vais me renseigner si vous voulez, je peux prendre vos coordonnées. Mais il y a de toute façon une accélération de la R&D également en Chine. Et puis il y a aussi, soit dit en passant, quelque chose qui n'a jamais changé, c'est-à-dire la contrefaçon de brevets aussi. Donc ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Et dans la chimie y compris, même si c'est complexe, ils arrivent à contrefaire des brevets. Donc il y a à la fois une puissance de R&D forte et puis ce sujet contrefaçon sur laquelle il faut vraiment se défendre. C'est la Chine votre plus forte menace? C'est la Chine aujourd'hui, le concurrent qui vous inquiète le plus? Oui. C'est la Chine. Bah oui, vous avez vu 45% du chiffre d'affaires mondial de la chimie. Oui, je sais, oui. J'ai envie de dire, voilà, la conclusion est rapide. Autre question ou réaction, monsieur? Est-ce que c'est pas risqué de dévoiler ce secret d'une certaine façon? Le fait de s'installer sur place, il y a un risque de donner ces technologies. Je pense que dans l'automobile, ça a été un peu fait. Alors oui, alors dans l'automobile, ça a été fait, mais dans l'automobile, il y a, si je me souviens bien, un constructeur automobile étranger ne pouvait pas s'installer en Chine sans passer par un partenaire chinois. Absolument. C'était le cas de Citroën à l'époque, je me souviens, quand ils sont installés avec un D'accord. partenaire chinois. Oui. Nous, on est propriétaires de nos usines, de notre savoir-faire. Alors, vous avez raison. On fait travailler, bien évidemment, le local. Donc, on peut toujours avoir des fuites. Mais déjà, on fait très attention à cela. Donc, voilà. Et si vous n'êtes pas en Chine, vous vous coupez d'une énorme partie, quand même, de votre croissance. On ne pourrait pas vendre des produits en France, commercialisés en Chine? Il faut que ce soit produit en Chine? Alors, écoutez, par exemple, le polyamide 11, on est les seuls au monde à savoir le fabriquer, d'accord? Avec l'huile de ricin. On est les seuls au monde. Notre usine, alors là, on a investi à Singapour, mais notre usine, elle est Marseille-Serquigny. Là, on exporte, mais on est tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il n'y a pas de souci. Maintenant, sur des produits autres, il faut être en Chine.
Voilà. Et comme je vous disais, notre objectif, c'est de raisonner par plaque régionale. Mais je suis d'accord. Oui. Enfin, Une question, monsieur, derrière. Oui, bien sûr, on a un axe. Alors, j'ai pas pu parler de tout, et puis je suis pas forcément la bonne personne pour vous parler du processus industriel, même si j'ai visité beaucoup d'usines. La différence peut-être entre la Chine et l'Europe, puisque là, on m'a demandé de parler quand même de nos usines en France et en Europe, c'est qu'en Chine, nos usines sont quand même beaucoup plus jeunes. Si je peux me permettre, hein, voilà. Donc, elles ont été aussi conçues de manière évolutive. Voilà. Sur le bassin français et européen, on a des usines qui sont beaucoup plus historiques. Hein, là, vous n'avez peut-être pas le même niveau de progression. Ça ne veut pas dire qu'on n'y réfléchit pas. Vous avez tout à fait raison. En plus, je vous fais confiance. Si vous avez rencontré les équipes Arkema, vous en savez peut-être plus que moi. Normalement, on a épuisé notre temps parce qu'on va rendre la salle à 15h. Mais si vous m'y autorisez, Virginie, et que si encore une dernière question, on la prend, monsieur, et on terminera avec vous. Merci beaucoup. J'avais une question dans le cadre pour sécuriser en fait certains marchés. Là, on a l'exemple d'un partenariat avec des startups et que cette innovation en fait aille directement vers du produit, vers le marché. Quelles sont vos démarches en fait au niveau de l'accompagnement des startups pour porter vos innovations technologiques vers des produits? Alors, déjà, on a quelqu'un au niveau de la recherche qui a rejoint Arkema là, il n'y a pas très longtemps, justement pour travailler ce sujet des startups. Donc, je ne sais pas, Lise, peut-être tu sais donc combien de startups on travaille. Je ne sais pas, mais en tout cas, on a un écosystème qui fait qu'on utilise de plus en plus des startups parce que on n'a pas tout le savoir-faire. Vous avez tout à fait raison. En revanche, la démarche pour accompagner jusqu'au produit, là, je ne saurais pas vous répondre. Mais si vous avez besoin d'avoir des échanges en particulier sur ce sujet, on pourra le faire ultérieurement. Merci beaucoup, Virginie Guérin, et merci à vous de nous avoir suivis. Bonne fin de Big. Merci.